Voilà, bonsoir. Merci à toutes et tous d'être présentes et présents ce soir. Merci en premier lieu à Pierre-Louis Rey, à Antoine Guisan, à Alain Kaufmann qui modèrent cette soirée. Merci pour leur invitation. Je suis donc, alors la présentation était excellente. Je suis Damien Cuny, conservateur des collections Asie du MEG, du Musée d'ethnographie de Genève. Je vous le dis tout de suite, je suis historien et puis anthropologue de formation. Et puis j'ai glissé vers le monde merveilleux des musées à partir de 2016, après la thèse, au Japon, au Musée national d'ethnologie qui est situé à Osaka pendant 2 ans. C'était mon postdoc, après dire. Et puis au MEG depuis 2019. Cette exposition dont je viens vous parler ce soir, Injustice environnementale alternative autochtone, qui s'est ouverte le 24 septembre dernier. Vous avez les dates sur le PowerPoint. Et la première exposition à laquelle je collabore au MEG. Pour moi, mais autant pour mes collègues qui sont dans l'institution au MEG depuis plus longtemps que moi, cette exposition, de par sa conception, est fondamentalement une nouvelle manière de travailler. Je n'avais jamais connu ça au Japon, je n'avais jamais connu ça dans d'autres musées, et au MEG, c'est aussi très nouveau. L'exposition est plus hybride, plus atypique que ce qu'ont pu produire d'une manière générale les musées d'ethnographie dans le monde jusqu'ici, depuis plus d'un siècle. Et c'est de toute évidence ce que je retiens avec le plus de force et d'émotion. Et c'est quelque chose que je vais souligner un peu ce soir. L'exposition parle naturellement, c'est son titre, de questions environnementales qui sont au cœur de l'actualité aujourd'hui. Elle parle néanmoins aussi de la question de l'autochtonie, de l'indigénéité. Il y a donc dès le départ un double sujet qui est abordé là. À cela s'ajoute, alors je vous parle tout de suite de la mécanique de l'exposition, et donc à ces deux sujets s'ajoutent des éléments qui doivent peut-être être lus entre les lignes du parcours de l'exposition lui-même. Je pense notamment, et ça pourra peut-être faire l'objet d'une discussion plus tard, aux transformations profondes que connaît la discipline ethnographique ou anthropologique à l'heure actuelle. Je pense aussi aux principes qui régissent la muséologie depuis près d'un siècle. J'aimerais donc aborder tout ça ce soir, en suivant évidemment le fil conducteur du cycle de conférences auquel vous assistez, que ce soit ici en présentiel ou par les ondes, par Zoom. Ce qui m'importe néanmoins de dire en guise d'introduction, et j'aimerais le souligner lourdement dès les premières minutes de cet exposé, est qu'aucun de ces éléments, qu'ils soient conceptuels ou ouvertement présentés dans nos vitrines, ne peut être exposé de manière indépendante. Tout est connecté, et ce sera le mot d'ordre ce soir. À cela s'ajoute évidemment que je ne suis pas moi-même un spécialiste du climat, je ne suis pas issu d'un cursus en sciences de l'environnement, et c'est tout aussi vrai pour mes collègues au MEG. Je vais donc parler depuis la seule tribune dans laquelle je me sens à mon aise, qui est celle de la connectivité, de l'interconnectivité, des interdépendances que je viens d'évoquer. Alors, ça peut paraître un peu généraliste et superficiel, et cette question est un danger, en termes scientifiques notamment, dont nous avons conscience depuis le début de la conception de l'exposition en 2019. Personne n'était un spécialiste au MEG de l'environnement ou de l'indigénéité, à une exception près, la commissaire principale de l'exposition, Karine Ayélé-Durand, elle s'intéresse à la question depuis de très nombreuses années. C'est un danger, malgré tout, que nous assumons. Cette exposition est extrêmement riche. Elle brasse large. Et il est probablement impossible d'entrer dans chacun des éléments exposés là, exposés dans ce parcours en une seule visite. Si l'on prend uniquement les éléments audiovisuels diffusés sur les écrans du parcours d'exposition, il y en a pour près d'une dizaine d'heures de visionnage.
Et c'est sans même parler des objets exposés dans les vitrines et des points de vue des différents artistes se revendiquant toutes et tous comme autochtones dont les œuvres ponctuent la visite. Il a donc fallu deux choses pour nous. La première, et c'est en ça que je dis que tout était nouveau, la première était de briser le principe fondateur de l'exposition ethnographique qui repose sur un discours qu'on peut qualifier d'occidentalo-centré et dans lequel l'anthropologue, qui est donc l'expert, s'adresse à un public régional, qui est le public de l'exposition. La seconde chose est que nous avons souhaité multiplier les avis et les expertises collectées aux quatre coins de la planète selon des registres de pensée qui ne se revendiquent pas tous du discours scientifique, loin de là. Cette hybridité donc, que j'évoque ici est nouvelle pour nous, elle est nouvelle pour les musées, et se traduit concrètement par plusieurs cercles de conception de l'exposition. Au centre, évidemment, il y a les collaboratrices, collaborateurs du MEG, dirigés par une commissaire principale, donc Karine Ayeli-Durand. Nous possédons toutes et tous notre bagage. Pour moi, c'est le Japon et l'Asie de l'Est d'une manière plus générale. La culture matérielle, évidemment, l'anthropologie des techniques. Mais nous avons, pour le sujet qui nous importait pour cette exposition, choisi de jouer plutôt que le rôle d'expert, le rôle de coordinateur de voix qui s'expriment dans la salle d'exposition. À cela, à ce premier cercle, s'ajoute un second cercle, celui d'un comité consultatif. Ça, c'était nouveau pour nous aussi. Ce comité consultatif était composé d'experts sur les droits autochtones, directement à l'ONU à Genève, de représentants de peuples autochtones, d'artistes, évidemment, et d'une foule de... Alors, pour le comité expert, le comité consultatif restreint, c'était ça, mais s'ajoute encore un troisième cercle de spécialistes divers, issus d'ONG, des individus qui nous ont épaulés sur des questions précises lorsque le savoir venait à manquer à l'interne. Je vous donne un exemple très concret tout de suite. Je me suis, pour ma part, plutôt préoccupé des questions asiatiques dans l'exposition. Une vitrine entière évoque la question de la monoculture de l'huile de palme à Bornéo. Le sujet m'appartenait puisqu'il est question d'Asie, mais je ne suis pas un spécialiste de l'Asie de l'Est. Je ne suis pas un spécialiste des ravages sociaux et environnementaux causés par ce type de monoculture, ni un spécialiste de l'économie mondiale de l'huile de palme, ni un spécialiste des identités autochtones ou des luttes dans la région. Chaque vitrine est donc le fruit d'un intense travail collaboratif entre différents partenaires qui est régi par un élément essentiel fondateur de l'exposition. Je vous le livre en citation tout de suite. Le MEG cherche à établir une relation de collaboration mutuellement favorable en reconnaissant les droits affirmés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris, entre autres, les articles 11, 12 et 31. Le musée reconnaît le principe primordial du consentement préalable, libre et éclairé. Ce principe est donc à la base de la pensée de l'exposition. Tout était partagé, tout était mis en commun, et on allait de l'avant quand il y avait un consentement de toutes les parties prenantes de l'exposition. Donc, on est très loin de l'anthropologie d'experts qui s'adresse à un public plus ou moins expert, lui, sur les questions qui sont présentées. Donc, rien n'est fait sans une validation collective de l'entier des parties prenantes. Voilà pour cette longue introduction ou pré-introduction qui me sert aussi à vous dire, c'est important pour moi aussi ce soir parce que je ne vous connais pas en tant que public, que je n'aurai peut-être pas réponse à toutes vos questions dans la seconde partie de la soirée, mais j'insiste, ça fait partie aussi de notre démarche. Nous répondons activement aux questions spécifiques sur des éléments de l'exposition ou qui accompagnent l'exposition et renvoyons directement vers
les différents cercles de conception de l'exposition pour pouvoir justement entreprendre un dialogue qui est un dialogue d'un autre type que celui que les musées d'ethnographie ont pu faire voir exister jusqu'ici. Cet exercice de validation collective, qui est un peu périlleux évidemment, a néanmoins permis de mettre en exergue une chose que nous avons peu à peu vu apparaître, qui est cette question d'interdépendance. À multiplier les voix qui s'expriment dans l'exposition, à multiplier les régimes d'historicité, à multiplier les conceptions ontologiques, à multiplier les manifestations de lutte en faveur des droits pour le sol ou pour l'environnement, et les explications sur le pourquoi de ces luttes, on en arrive à constater que rien ne s'explique tout seul. La crise environnementale est à associer, par exemple, et c'est ce que l'exposition cherche à faire, aux impérialismes, aux différents impérialismes, aux grandes entreprises coloniales. La protection de l'environnement chez les peuples autochtones est directement en lien avec une lutte pour la reconnaissance d'autres conceptions philosophiques du rapport de l'humain à la nature, de l'humain au non-humain, du vivant à l'inerte, quelles sont ces catégories et comment les traiter, de l'exploitation des ressources qui peuvent contrevenir à des accords de responsabilité partagée entre différentes entités qui habitent la planète. Le message central de l'exposition est donc de dire que la crise environnementale est un aspect, peut-être le plus visible chez nous, d'une crise d'interdépendance, d'interconnectivité, qui va bien au-delà de la lecture mécaniste, extractiviste, naturaliste que nous avons aujourd'hui en Occident. J'y reviendrai avec quelques exemples par la suite. Pour l'heure, et pour arrêter un peu de parler dans le vide, je vous propose une petite vidéo qui vous offrira une visite très rapide au pas de charge de l'exposition elle-même. Alors, on est un peu dans le superficiel. Je ne sais pas, de toute manière, l'exposition vous est ouverte. Nous vous invitons activement à venir la visiter et à, bien sûr, engager le dialogue sur les aspects de l'exposition qui peuvent vous intéresser. J'attends autant que possible vos questions en deuxième partie de soirée. Pour vous orienter un peu dans le film, je peux déjà vous informer que cette exposition est divisée en 5 sections qu'on a appelées des temps. Alors, on n'aura pas le loisir de plonger dans toutes ces sections, mais brièvement dit, l'exposition commence par un préambule qui permet d'offrir une définition de la notion d'autochtonie. Cette notion d'autochtonie est complexe en elle-même, c'est une définition de travail, sans cesse rediscutée, telle qu'elle est employée dans cette déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Donc, les gens se sont interrogés, l'équipe de conception elle-même s'est interrogée sur cette notion d'autochtonie. Elle fait partie de l'introduction de l'exposition. Puis, alors, je diffuse la vidéo et je reviendrai dessus ensuite. La vidéo dure 2 minutes, ça n'est pas très long. Ahia, oh, ahia, ahia, oh, ahia, oh, ahia.
Vous avez au moins quelque chose dans la tête sur les procédés muséographiques qui sont somme toute classiques. Donc, c'est peut-être au-delà de ça qu'il faut aller. Cette exposition, Injustice environnementale alternative autochtone, s'appuie sur deux constats. Les peuples autochtones, 500 millions de personnes, ce qui fait environ 6% de la population mondiale. Donc les peuples autochtones représentent environ 6% de la population mondiale. Et pour nombre d'entre eux, le changement climatique est une réalité peut-être encore plus que pour nous, de par leur dépendance au milieu. Et malgré leurs différences culturelles, ils partagent, c'est ce que révèle l'exposition, des préoccupations communes concernant la reconnaissance de leurs droits collectifs, que ce soit des droits du sol, des droits d'usage de leur territoire, des droits de pratique de leur religion, etc., etc. Deuxième constat, les faits collectés et exposés dans l'exposition cherchent à démontrer par l'exemple que lorsque les peuples autochtones possèdent et contrôlent leurs terres, dont ils ont été privés par les grandes entreprises coloniales, donc, quand ils ont le contrôle sur leurs terres, l'environnement et la biodiversité sont mieux protégés. Alors, je vous assène le fait comme ça, c'est un peu brut de décoffrage, mais c'est une démonstration que cherche à faire l'exposition. Ces populations, et c'est ainsi que débute l'exposition au-delà de la partie introductive, ces populations partagent une éthique du soin et de la réparation qui est mise en œuvre au quotidien, non seulement pour préparer des objets, mais aussi et surtout pour prendre soin des rivières, des lacs, des forêts, des océans. Les savoirs et les savoir-faire mobilisés, qui sont continuellement réévalués et renouvelés, englobent entre autres la langue, la connaissance des plantes, la spiritualité, la médecine. Deuxième pas dans l'exposition, cette question des responsabilités réciproques. Humains et non humains ont des responsabilités partagées réciproques les uns envers les autres. Cette optique relationnelle, un saumon, une rivière, un arbre ou une montagne, veut que tous ces éléments sont des partenaires animés. Les peuples autochtones revendiquent là, à travers l'exposition, l'important rôle qu'ils peuvent jouer dans la recherche d'alternatives afin de protéger les ressources naturelles pour les générations futures. Le discours du soin porté à l'avenir est extrêmement important et fera probablement chez nous l'objet d'une exposition qui porte sur la question du futur. Ça, je vous le dis entre parenthèses, tout est à définir. On entre ensuite dans ce qu'on a appelé le temps de la crise, la section consacrée à la crise. C'était un choix dès le début de la conception de l'exposition que de ne pas entrer dans les problèmes de crise climatique immédiatement. Ce sont ceux qui sont les plus connus aujourd'hui dans l'actualité à travers les journaux, à la télévision. Donc, on voulait d'abord présenter des conceptions du monde qui soient différentes des faits que nous vivons dans l'actualité de la crise climatique. Le temps de la crise débute donc avec l'idée que la crise s'installe quand les équilibres entre ces différents éléments qui peuplent la planète ne sont plus maintenus.
la destruction des sols, les émissions causées par l'exploitation des ressources accélèrent la crise climatique, qui à son tour accélère la dégradation des terres, qui à son tour accélère la dégradation de la cohésion des populations autochtones localement. Toutes les populations autochtones concernées, celles qui ont pris part à l'exposition, affirment vivre toujours dans une relation de type colonial avec les États dans lesquels ils se trouvent. Et sans les avoir consultés préalablement, ni avoir obtenu leur consentement, ces États donnent souvent la priorité à des activités de développement économique, l'exploitation minière, les projets hydroélectriques, sur des terres traditionnellement occupées par des peuples autochtones. Donc pour ces populations, on ne peut pas dissocier la question coloniale de la question environnementale. Et puis, l'exposition s'achève sur un dernier temps qu'on a appelé le temps de la rencontre, qui invite les publics à voir, à entendre, à écouter des témoignages d'experts, d'artistes autochtones, de représentants de populations autochtones, et éventuellement, ça c'est au choix de chaque visiteur, de prendre position pour tisser un savoir commun fondé sur ces valeurs de soins, de réparation et de responsabilité partagée à l'égard de toutes les formes du vivant. Donc là, je vous ai rendu l'exposition comme nous la vendons à des journalistes. C'est donc pour le parcours d'exposition. C'est très riche, c'est très vaste, et cela soulève évidemment de nombreuses questions. Les visites guidées elles-mêmes durent généralement 90 minutes. J'ai déjà plus que la moitié du temps, ou je n'ai que la moitié du temps que j'y consacre d'habitude pour vous parler de tout ça ici. Donc, je vous invite surtout à visiter l'exposition pour découvrir tout ça. J'aimerais revenir pour ma part sur quelques éléments spécifiques qui pourront, je l'espère, vous inspirer. Cette question de l'interdépendance et des responsabilités partagées trône, donc, est mise en exergue dans l'exposition. Trône au centre de l'exposition une œuvre conçue par deux artistes, Tsimshian, qui ont pris une part active à la conception de l'exposition. Les voilà ici, David Boxley et Gavin Hudson. Les populations de Tsimshian sont des populations amérindiennes de la côte nord-ouest du continent américain. Eux-mêmes sont situés en Alaska. Après un grand mouvement de migration, ils étaient plus proches de Seattle et ils sont montés vers l'Alaska au début du XXe siècle. L'œuvre qu'ils ont conçue met en scène 4 masques. Voilà l'œuvre, pour que vous ayez l'œuvre sous les yeux. Oui, donc je disais 4 masques qui sont la personnification de 4 acteurs d'un récit. Un petit garçon, qui est ici le masque du prince, le petit garçon est dit le prince, le masque du chef des saumons, le masque du cèdre, donc un représentant de la forêt, un arbre, et puis finalement le masque de la rivière. Quand on met le masque, vous voyez qu'on peut enfiler sa tête dans le masque. L'installation permet d'entendre un même récit conté par ces 4 acteurs. Et je précise encore que l'écoute se fait dans la langue Tsimshian, qui est la langue Smalgar, puisque la recherche active d'un retour à l'équilibre passe aussi par une réappropriation de la langue qui a été interdite au Tsimshian pendant plusieurs dizaines d'années. Et en termes de procédés muséographiques, la traduction du conte se fait sur des bornes qui sont un peu à l'extérieur de l'installation elle-même. Vous retrouvez aussi sur le site web du MEG la traduction de ces contes en fichier audio. Tout est interconnecté, donc. Comment cette installation l'explique si bien et si facilement? L'histoire va ainsi. Donc, vous avez ce prince, ce petit garçon qui appartient à une tribu dans la région et dont le groupe pêche des saumons, mais pêche trop de saumons.
Et puis, quand ils ont trop de saumon, ils en jettent, et puis les saumons pourrissent. Et donc, les ressources en saumon s'appauvrissent. Le petit garçon est capturé par le chef des saumons. Et le chef des saumons le garde captif dans toutes les tribus saumon pendant 5 années. Et chaque année, le petit garçon vit dans une autre tribu saumon. Et le chef lui explique, tu vois, nous existons aussi. Et si tu détruis notre population, c'est vous qui allez mourir. Donc, on a deux acteurs du conte qui relatent leur expérience. Le garçon qui raconte sa captivité, le chef de saumon qui explique le problème que pose cette rupture du contrat entre l'homme et le saumon. Et puis, 2 récits s'ajoutent à cela. L'arbre s'adresse, donc raconte la même histoire et s'adresse au petit garçon en expliquant, tu vois, moi j'ai mes racines qui plantent dans la rivière, les saumons peuvent frayer là chaque année, donc j'ai mon rôle à jouer. Et par mes feuilles, l'eau s'évapore, crée des nuages, et l'eau retombe et continue de nourrir la rivière, d'alimenter en eau la rivière. Et la rivière, à son tour, relate la même histoire et explique que c'est parce que la rivière est là que les humains peuvent boire, que les saumons peuvent vivre. Et donc, toutes ces relations d'interdépendance traduisent en fait la durabilité, la solidité du cycle et des responsabilités partagées. Donc, c'est assez facile à comprendre. L'installation artistique permet ça. L'humain et le non-humain partagent la planète et chacun a des responsabilités envers leur propre groupe, mais tout autant envers les autres groupes, envers les autres entités. Et lorsqu'un des acteurs agit aux dépens de ces autres entités, pour son propre et unique bénéfice, l'équilibre est brisé. Et c'est l'entier du système qui menace de s'effondrer. Cette œuvre, qui était une des premières œuvres projetées pour l'exposition, a inspiré, comme je vous le disais, donc tout a été discuté avec les partenaires internes et externes au musée, et cette œuvre a inspiré de nombreuses réflexions auprès des autres parties prenantes des différents comités de conception. Je prends pour poursuivre un exemple qui m'est proche et qui concerne les populations Aïnou qui sont situées sur l'île de Hokkaido, à l'extrême nord du territoire japonais. Il était à l'origine question de savoir comment les Aïnous s'appliquaient à réparer l'équilibre brisé, cet équilibre brisé dont je viens de parler, sur leur propre territoire. Et la discussion a débuté là. Avant de vous en dire plus, je vous propose une seconde vidéo que je vais commenter ensuite. En introduction, celle-ci présente un mouvement de renaturation des lacs et des cours d'eau de Hokkaido, symbolisé par la réimplantation d'une algue, dite algue marimo, qui a la forme d'une petite boule de mousse. C'est ce que vous allez voir dans la vidéo. La chose qui m'a passionné immédiatement dans cette entreprise de renaturation, je ne sais pas si c'est le bon terme, une fois encore, je ne suis pas issu des sciences de l'environnement, mais ce qui m'a intéressé en qualité d'anthropologue, c'est que le mouvement est né dans les années 50.
l'algue marimo n'existe pas dans le langage aïnou ou dans les conceptions du monde aïnou. Pour une raison très simple et très prosaïque, les aïnous n'avaient aucun usage concret de cette algue. Elle ne servait pas à se nourrir, elle ne servait pas de fibres pour les vêtements, elle ne servait pas à la construction d'outils. En somme, elle ne faisait pas partie du cycle. Mais après-guerre, à la construction d'immenses barrages hydroélectriques sur l'île d'Hokkaido, à cause de la pollution des eaux, Hokkaido était la terre promise de l'agriculture intensive japonaise, et puis à cause aussi du vol pur et simple de ces algues pour aller décorer les aquariums de Tokyo à Singapour, en passant par Shanghai et je ne sais où, a rendu cette algue visible sur le radar, comme le témoin de changements beaucoup plus fondamentaux dans les modes de vie coutumiers aïnous. La réimplantation de l'algue a donc pris une tournure politique, éco-politique, et a incité les communautés du lac Akan, c'est celles qu'on voit dans le film, à faire de cette algue leur porte-parole, à des fins rituelles, mais aussi à des fins touristiques. Le levier touristique est devenu, à partir des années 50, extrêmement important. Ce festival Marimo draine chaque année plusieurs milliers de touristes qui deviennent dès lors un public de choix pour prendre conscience de la réalité de la destruction des modes de vie aïnous. Et au-delà de ça, c'est ce qui m'intéressait aussi en tant qu'anthropologue, on voit se constituer, enfin, on voit ce qu'on appelle une invention de la tradition. Tout ça peut paraître extrêmement antique et millénaire, comme dans chaque manifestation qu'on qualifiera de folklorique ou de traditionnelle, mais c'est dit et clairement dit, le festival, par son caractère religieux autant que touristique, est fondamentalement récent. Donc, à ce moment-là, nous avons le consentement de la communauté par le biais du représentant aïnou avec qui j'étais en contact pour présenter le sujet dans l'exposition. Il était encore question de réparation de ces cycles, de réparation du milieu naturel. Ça collait bien. On a ces populations qui remettent des algues qui disparaissent dans les cours d'eau de Hokkaido. Mais alors qu'on travaillait, et c'est aussi là que c'était très nouveau pour nous en tant que professionnels du musée, alors qu'on travaillait avec eux pour construire le contenu de la vitrine que vous voyez là. Alors là, c'est une photo que j'ai faite avec mon téléphone, elle est de piètre qualité, mais c'était au moment de la construction de la vitrine. Donc pour construire le propos, le contenu de cette vitrine, qui leur était consacré, sur les choix d'objets, sur les textes, la formulation des textes de l'exposition, le propos, le discours a glissé vers ce qui importait le plus aux Aïnous eux-mêmes, celui d'une reconnaissance de leurs droits, et notamment de leurs droits de pêche au saumon dans les cours d'eau de l'île, un droit qui leur avait été violemment enlevé depuis la colonisation japonaise du territoire à partir de la fin du XVIIIe siècle. Interconnectivité toujours, donc, mais cette fois-ci, non plus entre le respect des acteurs humains et non humains, l'humain et l'algue marimo, ou des responsabilités partagées concernant la préservation de l'environnement, mais interconnectivité plutôt entre la préservation de l'environnement et les luttes pour le respect des droits coutumiers des primo-habitants du lieu. Cette question des luttes est donc un autre enjeu et un thème central de l'exposition. Une section entière de l'exposition s'appuie sur ce qui a été dit précédemment pour illustrer la crise et les luttes, c'est-à-dire, d'une certaine manière, les manières de répondre à cette crise. J'aurai de toute évidence pas le temps, je vois que l'heure file, pour illustrer tout ça en détail ici, mais je vais dire simplement que des luttes, l'exposition permet une illustration des luttes. On a cherché à multiplier les exemples. Par exemple, aux îles Marshall, au Maroc,
à Bornéo, j'en parlais tout à l'heure, dans le Dakota du Nord, au Canada, en Guyane. Donc, il y a un panel très large d'expression de la crise et des luttes contre la crise, des luttes pour les droits des populations autochtones qui est présenté dans l'exposition. Je fais une toute petite parenthèse ici. On a contacté beaucoup plus de personnes, d'institutions, d'individus, de représentants que ceux qui sont là dans l'exposition. Mais tous ceux qui ont répondu présent sont exposés à ma connaissance. En tout cas, pour ma part, tout le monde a répondu présent. Par contre, et c'est intéressant en termes d'histoire des musées, il y en a énormément aussi qui n'ont pas répondu présent, parce que la confiance à l'égard des musées d'ethnographie est extrêmement faible aujourd'hui, à juste titre. On parle beaucoup des cas de vol et de restitution, ça anime notre quotidien dans les musées. Et donc, il y avait tout autant de personnes qui étaient intéressées à participer à l'exposition, pour utiliser cette exposition comme un tremplin, ou comme un mégaphone d'une certaine manière, surtout à Genève, à côté de l'ONU, que de personnes qui refusaient catégoriquement de participer au discours muséal. Ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourra revenir après. En tout cas, c'est quelque chose pour lequel j'ai des choses à raconter, à défaut d'autre chose. Je vois que l'heure file. Quel enseignement tirer de tout ça? Et quelle conclusion, pour en arriver à une espèce de conclusion, donner à tous ces propos? Une volonté du MEG, largement soutenue par les parties prenantes à la conception de l'exposition, a finalement été de dire que l'exposition elle-même n'avait pas pour ambition d'offrir une conclusion d'une part et surtout des solutions. Les représentants de populations autochtones ne souhaitaient pas offrir de solutions. Ces représentants rejettent même massivement l'idée de pouvoir offrir ces solutions qui s'appliquent ou des solutions qui s'appliqueraient ailleurs. Selon eux, chaque problème local exige une réponse locale. Et c'est donc dans l'échange, cette dernière section qu'on a, ce dernier temps qu'on a intitulé le temps de la rencontre, c'est dans l'échange que peuvent se discuter avec des représentants qui sont là uniquement présentés en vidéo mais qui répondent présents, que peuvent se discuter des solutions partagées. Comment s'inspirer les uns des autres ensemble pour réfléchir à des solutions qu'on est capable, qu'on est disposé à appliquer localement. Je vais moi aussi conclure, ou non conclure, pour le faire comme l'exposition elle-même. On souhaitait à l'origine intituler cette exposition Rise en anglais, et puis alors on n'avait pas encore trouvé de traduction, mais vous voyez ce que ça veut dire. Mettez-vous debout, levez-vous. Le titre a finalement changé, mais l'expression nous avait été soufflée par une poétesse des îles Marshall, militante elle-même, Cathy Jetnil-Kirchner, qui a composé en collaboration avec une artiste inuk du Groenland, donc Akani Viana, une vidéo que je vous propose de visionner maintenant et qui donc conclut l'exposition, non pas sur des solutions concrètes, mais sur un moment de prise de conscience de l'état de la planète à travers les yeux de deux artistes que tout oppose géographiquement. Je crois que la vidéo parlera bien mieux que je ne peux le faire. Donc, en guise de... Ah, j'ai oublié de passer cette slide. C'est sur la question de la lutte pour les droits de pêche à Hokkaido. Je vous livre la vidéo, et puis peut-être qu'après, on pourra passer à la discussion. Sister of ice and snow, I'm coming to you from the land of my ancestors, from atolls, sunken volcanoes, undersea descent of sleeping giants. Sister of ocean and sand, I welcome you to the land of my ancestors, to the land where they sacrificed their lives to make mine possible, to the land
of survivors. I'm coming to you from the land my ancestors chose. Island Kainan, Marshall Islands, a country more sea than land. I welcome you to Gardash Nunat, Greenland, the biggest island on Earth. With me, I bring these shells that I picked from the shores of Bikini Atoll and Brunei Dome. In my hand I hold these rocks, picked from the shores of Nuuk, the foundation of the land I call my home. With these shells, I bring with me a story of long ago. Two sisters frozen in time on the island of Buyai. One magically turned to stone. The other who chose that life to be rooted by her sister's side. To this day, the two sisters can be seen by the edge of the reef, a lesson in permanence. With these rocks I bring a story told countless times, a story about Sesuma Amna, mother of the sea, who lives in a cave at the bottom of the ocean. This is a story about the guardian of the sea. She sees the greed in our hearts, the disrespect in our eyes. Every whale, every stream, every iceberg are her children. When we disrespect them, she gives us what we deserve, a lesson in respect. Do we deserve the melting ice, the hungry polar bears coming to our islands, or the colossal icebergs hitting these waters with rage? From one island to another, I ask for solutions. From one island to another, I ask for your problems. let me show you the tide, coming for us faster than we'd like to admit. Let me show you airports underwater, bulldozed reefs, blasted sands, and plans to build new atolls, forcing land from an ancient rising sea, forcing us to imagine turning ourselves to stone. Can you see our glaciers grown the weight of the world's heat? I wait for you, here on the land of my ancestors, heart heavy with a continuous thirst for solutions. As I watch this land change while the world remains silent. Sister of ice and snow, I come to you now, in grief. Mourning landscapes that are always forced to change. First, through wars inflicted on us. Then through nuclear waste dumped in our waters. On our ice. And now, This. Sister of ocean and sand, I offer you these rocks, the foundation of my home. May the same unshakable foundation connect us, make us stronger than these colonizing monsters that still to this day devour our lives. The very same beasts that now decide who should live, who should die? Sister of ice and snow, I offer you these shells and the story of the two sisters as testament, as declaration that despite what we are told, we will not leave. We will choose stone. We will choose to be rooted to this reef forever. From these islands, we ask for solutions. From these islands, we ask, we demand that the world see beyond ACs, SUVs, their pre-packaged convenience, their oil-slick dreams. Beyond the belief that tomorrow will never happen, that this is merely an inconvenient truth. Let me bring my home to yours. Let's watch as Miami, New York, Shanghai, Amsterdam, London, Rio de Janeiro, and Osaka try to breathe underwater. You think you have decades before your home falls beneath tides? We have years, we have months before you sacrifice us again, before you watch from your TV screens and computer screens to see if we will still be breathing while you do nothing. My sister, I offer you these rocks as a reminder that our lives matter more than their power. That life in all form demands the same respect we all give to money. That these issues will affect each and every one of us. None of us is immune. And that each and every one of us has to decide if we will rise.
Merci beaucoup Damien pour la présentation de cette exposition et de nombreuses thématiques qui sont vraiment très en phase avec le thème du cycle de cette année et puis surtout avec des thématiques qui sont présentes dans des pays dont on parle trop peu, des populations dont on parle trop peu. Parce qu'on est évidemment très centré sur nos problèmes locaux, nos problèmes écologiques et environnementaux. Donc on va peut-être donner la parole à la salle pour commencer et puis Pierre-Louis va regarder aussi s'il y a des questions ou des remarques sur le chat du Zoom. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui souhaiterait intervenir dans la salle? Ce n'est pas le cas. Alors, on commence avec une première question. Vous avez mentionné qu'il y avait eu pas mal de refus, vous avez suivi pas mal de refus pour participer à l'expo. Vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu plus là-dessus. Et puis aussi sur les effets de l'exposition, en dehors de l'exposition. Donc, parce que vous avez parlé de nombreux groupes de travail, est-ce qu'il y a une dynamique méta-communautaire qui s'est instituée, comme dans cette vidéo, entre les différents groupes qui ont participé? Et si oui, est-ce que ça a donné lieu à des initiatives ou à d'autres Alors, attendez, je vais répondre par la deuxième d'abord, parce que c'était... Est-ce que ça a donné lieu? Oui. En fait, fondamentalement, le principe de l'exposition est un principe qu'on s'est appliqué à l'avenir. Donc, pour nous-mêmes, le procédé de travail s'engage sur ces bases-là à partir d'aujourd'hui. Et pourquoi je dis ça? Pour répondre à votre question, parce que de nombreuses personnes qui se sont associées à l'exposition, qui n'étaient pas trop réticentes, mais ont ouvert la porte à des personnes qui étaient réticentes à l'origine. Ah oui, la première question, c'était sur les refus. Je vais peut-être commencer par là, ça me permettra d'expliquer le pourquoi du comment. Les refus concernent essentiellement le statut des musées d'ethnographie aujourd'hui. On a encore eu, justement, ça répond en même temps à la deuxième question, une discussion, un Zoom comme ça public hier soir avec deux artistes qui ont participé à l'exposition, deux artistes amérindiens, l'un Ojibwe, donc du sud-est du Canada, puis l'autre originaire du Dakota du Nord, mais qui se trouve maintenant au Nouveau-Mexique. Pour eux, ils ont exprimé l'avis général, les musées d'ethnographie sont des mausolées d'objets. Même quand les objets n'ont pas été volés, parce qu'il y a quand même beaucoup d'objets qui n'ont pas été volés, quand ils ont été collectés, ils ne traduisent pas le message porté par les objets. C'est-à-dire que l'exemple était donné quand on met un oiseau empaillé dans une vitrine de musée de zoologie, on présente ce que le public occidental souhaite en voir ou croit pouvoir en voir, mais dans la conception de ces deux personnes qui parlaient hier, ce qui compte, ce n'est pas les plumes ou la couleur des plumes ou la forme du bec, c'est la nature vivante de l'oiseau. Et donc, ce message est général. Les musées d'ethnographie sont des espaces, on nous l'a dit aussi, toxiques. C'est un discours qu'on entend régulièrement. Et je dois dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, la question est de savoir comment on sort de ce paradigme. Et comment on fait autre chose. La solution qui a été proposée la plus simple, c'est de détruire. C'est déjà un discours qui a 20 ou 30 ans dans le monde des musées d'ethnologie. De restituer les pièces. Et puis, l'autre solution, c'est d'en faire des plateformes de discussion. Ou une autre solution qui est préconisée par beaucoup de populations autochtones dont les pièces sont présentes dans les musées, est d'utiliser ces lieux comme des espaces diplomatiques, d'une certaine manière. Donc, les refus viennent de là. La toxicité des musées d'ethnographie, c'est un terme complexe en soi. Et ce que ça donne aujourd'hui, pour répondre à la deuxième question, on voit apparaître chez nous, mais c'est vrai ailleurs aussi, des espaces de discussion auprès de personnes qui ne s'attendaient pas à ce que les musées, notre musée, mais je ne vous cite pas en exemple, mais les musées et notre musée s'intéressent finalement à transformer les choses. En Suisse, c'est plus facile qu'en France, par exemple, puisque tout objet qui rentre dans un musée, ça c'est très technique, mais reçoit un numéro d'inventaire. Ce numéro d'inventaire prend l'objet patrimoine
patrimonialise l'objet. En France, le patrimoine est inaliénable. Donc, la restitution est, de par la nature même de la conception du patrimoine, il est impossible de retourner cet objet. En Suisse, on ne connaît pas ça. Donc, les restitutions sont plus faciles sur le plan théorique. Elles ne sont pas nécessairement plus faciles sur le plan technique, pour différentes raisons, on pourra en parler aussi. Mais on se trouve dans un contexte qui nous permet une plus grande flexibilité pour entrer en discussion avec les gens. Et puis, je parlais des Aïnous avant. Un autre exemple, c'est que les Aïnous, les représentants avec qui j'ai discuté étaient tellement habitués à un discours musée d'ethnographie à l'ancienne, je peux dire maintenant, qu'ils ne s'attendaient même pas à ce qu'on discute ensemble du contenu de la vitrine. Donc ça, c'est le type de nouvelles collaborations qui ont existé dans l'exposition et qui vont continuer à se poursuivre. Pour l'exemple, on a eu des refus fermes à Bornéo pendant longtemps. Peut-être que la situation aussi est beaucoup plus instable à Bornéo et que les militants pour les droits du sol et pour les droits des populations autochtones sont physiquement plus menacés. Mais on voit que l'exposition débloque ces choses-là et on aura une première discussion, une première table ronde au MEC cette fois-ci avec une représentante d'une population autochtone, les Iban de Bornéo. Donc il aura fallu finalement 3 ou 4 ans, donc 2 ou 3 ans de conception, puis une année d'exposition pour pouvoir voir s'engager le dialogue. Donc les choses se mettent en place, mais on en est au balbutiement de ces choses. Faire du musée, faire du musée une sorte d'ambassade, c'est une belle idée. L'idée est bonne, mais personne ne sait comment s'y prendre. Personne ne sait comment s'y prendre, donc on teste des choses. L'exposition est en fait un test appliqué. Oui, madame. Justement, comme il y a un micro, ça va. Normalement, c'est des voix. OK. Comme vous parlez de ce refus, j'ai l'impression aussi que la population, c'est assez récent qu'on s'intéresse justement au peuple autochtone. Et je prends l'exemple du Canada, justement, où ça a commencé majoritairement au Québec avec la crise de cas qui était dans les années 90. Et ça fait que les peuples autochtones, ils ont des demandes par rapport au gouvernement canadien dans cet exemple-là. Et ces demandes, elles sont à plusieurs niveaux, et notamment au niveau culturel. Donc, dans quasiment tous les musées du Canada, maintenant, il y a toute une partie qui est consacrée à l'art autochtone, justement. Et ça fait que, justement, il y a peut-être moins d'œuvres disponibles à envoyer en Suisse ou comme ça, je pense. Je ne sais pas si vous pensez que ça peut être aussi un facteur de refus. Je ne pense pas nécessairement. D'abord parce que les prêts intermusées sont très faciles. Quand on hors crise Covid, disons. Ça a été un problème pour l'exposition. La réception de l'exposition, elle est difficile à juger aussi parce qu'il y a eu une très faible fréquentation cette dernière année. Maintenant, donc les prêts intermusées sont faciles. Après, il y a des institutions en Europe pour ce qui est de l'art nord-américain. J'inclus le Canada là-dedans. Il y a un musée à Zurich, par exemple. Donc, il y a aussi un vivier d'objets qu'on peut emprunter et exposer. Ce qui est plus facile, ce qui est plus difficile, évidemment, c'est parce qu'on peut toujours, à l'ancienne, prendre des objets, les exposer chez nous, et puis avoir notre propre discours dessus. Ce qui nous a retenu, et ce qui retenait les partenaires extérieurs aussi, c'est que si on peut faire facilement voyager les objets, c'est plus difficile de faire voyager les gens. Et les discussions sont très longues au préalable pour simplement faire comprendre ce qu'on aimerait mettre en place chez nous. Donc, la difficulté, je pense qu'elle vient plutôt de l'incompréhension de nos intentions et parallèlement de notre incompréhension des désirs et des besoins des artistes ou des populations autochtones qui pourraient être présentés chez nous. Parce qu'on arrive avec finalement des concepts très généraux. C'est ceux que j'ai exposés en début de présentation. Mais on ne connaît pas nécessairement la mécanique fine des luttes, des jeux d'influence, des risques. Donc, il y a un énorme travail de discussion en amont qui, évidemment, pour cette exposition-ci, on avait 2 ans, en somme. Et on a fait ce qu'on pouvait faire en 2 ans, évidemment écartant tout ce qu'on aurait voulu intégrer et qui n'a pas pu l'être pour des motifs techniques ou pour des motifs de refus. Mais je crois que
enfin, je vois déjà que les refus s'estompent auprès de personnes qu'on a contactées. Après, on va évidemment chercher à brasser plus large. Et puis, alors, la question autochtone est centrale dans cette exposition. Elle n'est pas nécessairement centrale dans l'ethnologie ou l'anthropologie. Personnellement, je n'ai jamais travaillé sur la question autochtone en anthropologie. Comme Alain Kaufmann l'a dit, j'ai travaillé sur le Japon, où la question autochtone, à l'exception de deux populations que sont les Ainu au nord et les populations des Ryukyu de Okinawa au sud, est totalement inexistante dans le discours classique de l'anthropologie. Et le Japon a une anthropologie extrêmement riche et active. Donc, j'ai pu naviguer une dizaine d'années au Japon, soit pendant mes études, soit après en travaillant là-bas, sans toucher à la question de l'autochtonie, y compris dans les musées. Donc, c'est aussi cette difficulté-là qu'on a, c'est de mettre en parallèle des objets, des œuvres autochtones face à des objets, on peut dire, non autochtones, et il peut y avoir un clash aussi. Les Aïnous sont un peu maris quand on présente les Aïnous d'un côté et les Japonais de l'autre. Parce que, enfin, il y a pas de hiérarchie des choses, et évidemment, des objets incarnent un peuple qui a opprimé les objets d'un autre. Donc, il y a cette difficulté-là aussi. Voilà, je réponds très large à votre question. Je ne sais pas si ça vous satisfait. Mais justement, par rapport à... Enfin, vous dites que ça donne le sentiment que les artistes autochtones ne sont pas respectés s'ils sont mis au même niveau. Tout à fait. Ouais, et justement, au Canada, j'ai l'impression qu'il n'y a absolument pas ça parce que, justement, j'ai passé 6 mois là-bas où j'ai fait un échange et j'ai été dans plein de musées. Il y avait tout un étage qui était... dans la majorité des musées justement consacrés à l'art autochtone et en plus de ça il y avait toute une part sur justement l'art et toute une part sur l'histoire où justement ils sont vraiment dans une phase où les peuples autochtones essayent de faire reconnaître tout ce qui s'est passé dans le passé comme un génocide et ça passe aussi à travers l'art et j'ai pas eu du tout ce sentiment de non mais vous avez absolument raison, il y a des pays qui sont nettement plus avancés sur les questions que ne l'est la Suisse, pour des motifs historiques aussi. Parce qu'on commence à entrevoir l'idée que la Suisse ait pu participer notamment au processus colonial. Mais c'est encore un débat nouveau. J'ai vu, vous citez le Canada, j'ai vu au Nouveau-Mexique aussi qu'il y a une foule de musées consacrés aux arts autochtones. Après, ce qui est amusant, c'est que de la part des artistes eux-mêmes, il semble tout à fait absurde de voir leurs œuvres exposées dans des musées. Parce que leur processus de création n'est pas d'en faire des pièces artistiques qui doivent aller dans les musées. Alors, si les musées les leur achètent, ils sont contents, ça fait de l'argent, mais pour eux, ça doit rentrer dans un cycle d'utilisation et de destruction, enfin, dans le cycle, dans une biographie d'objets, en somme. Et l'intégration dans le musée est une espèce de cryogénisation de l'objet qui n'entre pas du tout dans leur processus de création. Donc, il y a ça aussi. Mais même localement, au Canada ou au Nouveau-Mexique. Tout à fait, comme quand on expose... on va dire, je ne sais pas moi, une arme pour tuer un animal qu'ils vont manger, eux, ils ne voyaient pas l'intérêt puisque voilà, c'est utilitaire et exactement, pas... Exactement. Alors, il y a une question sur Zoom et puis ensuite on prendra la vôtre. On va faire du multimodal. On va essayer. Oui, bonjour. Je ne peux pas allumer mon caméra comme demandé, mais ce n'est pas grave. Je suis Gretchen Waters, professeure à l'Université de Lausanne dans l'Institut de géographie et durabilité. Je suis anthropologue et botaniste et vous avez déjà répondu à une partie de ma question, mais j'ai une deuxième partie. J'ai visité cette exposition, j'ai beaucoup aimé, merci beaucoup. Comme vous avez dit, c'est la première fois que vous avez travaillé directement avec les peuples autochtones. Parmi d'autres personnes, évidemment, pour créer ce type d'exposition. Vu que c'est rare en Suisse, comme vous venez de dire, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous communiquez cette expérience aux autres institutions en Suisse pour les encourager, pour faire autrement? Et aussi, est-ce que vous avez déjà échangé avec d'autres institutions comme les jardins botaniques, les zoos aussi, qui ont des histoires coloniales et aussi qui font des représentations aussi d'autres cultures de temps en temps chez eux? Merci. Alors,
de manière surprenante, on n'a pas beaucoup communiqué avec des institutions suisses, ni même genevoises. Et beaucoup plus avec des musées à l'extérieur de Suisse. Moi, alors, pour ma part, qui est très régulièrement à Paris, c'est quelque chose dont on discute avec le musée du Quai Branly, avec les Confluences, avec le MUSEM à Marseille, parce que c'est simplement dans mon réseau. Peut-être que c'est aussi dû au fait que la francophonie et la germanophonie coupent un peu les ponts. Il y a aussi des mécanismes assez surprenants en Suisse qui font que la Suisse romande travaille sur les questions de contact avec les populations autochtones, mais aussi de recherche en provenance, qui sont plus inspirés par le modèle germanique que suisse-allemand. Et en Suisse allemande, le modèle choisi est celui valorisé par l'Office fédéral de la culture, qui finance alors massivement ce type de démarche en Suisse allemande, mais puisque la Suisse romande avait ses propres réseaux avant que l'OFC même lance l'idée de financement, on n'a jamais fait ces demandes de fonds, donc on est assez peu entré dans la discussion avec la Suisse allemande. Après, sur la question de discussion avec les institutions genevoises, tout ça est extrêmement neuf. Et donc, simplement, les musées, généralement, ont un plan d'exposition sur 5 ans. Et donc, même si on lance quelque chose chez nous aujourd'hui, il faut que tous les musées terminent leur cycle d'exposition. Alors, pour nous, pour les 5 prochaines années, elle portera sur les questions qu'on aborde ici ce soir sous différents aspects. Mais les autres musées n'ont pas fini, notamment leur cercle. Moi, je travaille très régulièrement parce qu'ils ont des collections asiatiques avec le musée de l'Ariana, le musée de la céramique. Certainement que les pièces-là ont des origines, je ne sais pas. En même temps, je ne devrais pas dire certainement. Mais il serait intéressant de se préoccuper de la recherche en provenance, qui est un aspect de la nature, de la réflexion sur les collections. Mais l'Ariana a son cycle aussi. Ils ont fait un cycle sur la céramique japonaise, ils ont d'autres expositions. Donc, la coordination du dialogue entre les musées, et en fait, il y a une très grande inertie. Voilà pour répondre à votre question. Merci beaucoup. Monsieur, allez-y. Merci pour la présentation. Ma question, elle avait directement en lien avec la crise de cas qui venait d'évoquer et sur le fait que ça avait été vraiment un accélérateur de prise de conscience de toutes les négligences qui avaient pu être faites aux peuples autochtones, au Canada en tout cas. Et donc, à l'époque, la couverture médiatique en 90 était vraiment très préjudiciable pour ce peuple autochtone. Est-ce que du coup, le speech que vous avez pu nous faire, vous avez dit vous-même, pour rigoler un petit peu, je pense, mais comme si on était la presse, est-ce que vous voyez une différence entre le speech que vous pouvez faire sur cette exposition et les speeches que vous avez pu faire dans le passé pour que du coup, parce que les médias ont un impact énorme sur ce que l'opinion peut penser de ce genre de sujet, est-ce que vous voyez une différence entre l'avant et l'après pour que ce soit moins préjudiciable et favorable aux autochtones? Alors, le speech, comme vous dites, que le MEG a pu faire par le passé, je ne le connais que par les archives, parce que je n'étais pas au MEG, en fait, avant cette exposition. Il y a alors, quelque chose de nouveau dans la conception, ça j'en ai parlé dans la conception des expositions elles-mêmes, dont le choix de sortir les études aréales avant les expositions était centré sur une région. Il y a eu une exposition au Japon, une exposition Sri Lanka, ou bien une exposition Afrique du Nord, où en fait, que les régions sont plus ou moins grandes. Ça, c'est quelque chose qui a complètement disparu. Maintenant, sur le préjudice porté aux populations autochtones, il y a une autre différence, c'est que l'entier des collections est réévalué avec des partenaires autochtones notamment, qui ont désormais leur mot à dire. Alors, ce qui paraît tout à fait mineur, mais qui est en fait un immense travail de conservation, c'est que les cartels d'exposition, donc les petits textes, juste les textes informatifs sur l'objet, on a tous cherché à les traduire ou à en offrir en tout cas les termes employés par les autochtones eux-mêmes. Donc, sur une exposition qui expose 300 objets, on y arrive, mais quand il y a 80 000 objets, c'est un travail immense
et laborieux. Donc, c'est juste la surface, la pointe de l'iceberg. Mais l'ambition va largement au-delà de ça. D'abord, alors il y a la question des restitutions, qui n'avait jamais été abordée ni au MEG, ni ailleurs avant ces dernières années. Au MEG, c'est extrêmement récent. D'autres institutions aussi ont fait cette démarche bien avant nous. Il y a la question d'enregistrer dans les savoirs de l'inventaire du musée ce que sont ces objets, ce qu'ils représentent pour les populations elles-mêmes. C'est-à-dire que tout a été exposé jusqu'à 2021, enfin jusqu'à cette exposition, sur un même plan. Des objets qui pouvaient être comme sacrés, des objets qui pouvaient être brièvement dit considérés comme tabous, des objets qui n'avaient pas à être exposés par des personnes qui n'étaient pas initiées à la vie de l'objet. Et donc, notre musée ne s'était jamais préoccupé de ça. Mais pas par volonté de préjudice, mais par inconscience, véritablement, de l'existence même de ce type de sensibilité. Et là, mes collègues et moi-même travaillons activement à obtenir ces informations pour savoir ce qu'on peut ou non exposer. D'ailleurs, dans cette exposition, des objets ont été mis en vitrine puis retirés 15 jours après l'ouverture de l'exposition. C'est un exemple aussi. Parce qu'on demandait le consentement préalable et éclairé des personnes qui étaient, disons, les porteuses de la sensibilité à cet objet, qu'ils soient les créateurs ou autres. Et ces personnes nous ont dit non, vous n'exposez pas ça. Donc ça, c'est une démarche nouvelle pour le musée. Et puis, ça va jusqu'à dans la conservation véritablement des pièces, dans les réserves, dans les dépôts du musée. On s'intéresse aujourd'hui à savoir si les objets peuvent rester là tels qu'ils sont. Parce que la conservation en dépôt, c'était toujours c'était logistique, quoi. On met les choses où il y a de la place, puis quand il n'y a plus de place, on fait une petite place, puis on met les cartons. Et on s'intéresse à savoir aussi si on peut même mettre les objets en carton. Les deux artistes, Tim Chen, que j'ai présenté là, les masques, ils ont dit en carton, non, parce qu'ils ne peuvent pas respirer. Vous allez les asphyxier. Puis alors on leur dit, mais vous savez qu'avant l'entrée dans les dépôts, on doit techniquement asphyxier les objets, ça s'appelle l'anoxie, pour tuer tous les parasites qui pourraient être dans le bois, par exemple. Donc on asphyxie les objets. Ils disent, OK, bon, si c'est ça, il faut qu'on invente quelque chose ensemble. Et donc on cherche à inventer des choses ensemble pour trouver des solutions qui soient acceptables pour tout le monde. Il y a aussi un grand masque de transformation. Je prends un autre exemple. Quand il est ouvert, le sculpteur nous disait, mais quand il est ouvert, il diffuse son énergie. Donc, dans l'exposition, c'est parfait. Fermez-le absolument quand il est dans les dépôts, parce que sinon, il va s'épuiser. Donc, ça peut paraître purement technique. En termes anthropologiques, c'est absolument fascinant. Moi qui m'intéresse justement à l'anthropologie des techniques, à la vie des objets, à des choses de ce type-là, c'est bien plus fascinant d'enregistrer ça que d'avoir même l'objet dans les dépôts du musée. Donc, je suis tout content qu'on aille dans ce sens-là. Et c'est intéressant. La question des restitutions est intéressante aussi, parce que si on restitue les objets, évidemment, on perd un patrimoine qui aurait pu attirer le public chez nous. Et en plus, on ne sait pas ce que vont devenir les objets, parce que si on les restitue en principe sans condition. Donc, si la population qui récupère l'objet ou les héritiers de l'objet le récupèrent, puis qui choisissent de l'enterrer, c'est ce dont nous menaçaient hier les deux artistes, mais c'était hyper riche comme discussion. Ils disent, mais si les objets, on les récupère, on va les remettre dans le sol. Vous les avez sortis du sol, vos archéologues les ont sortis du sol il y a un siècle, on va les remettre dans le sol. C'est là qu'ils communiquent avec les anciens. Donc, c'est intéressant, et ça, l'anthropologie ne l'a jamais vraiment fait, d'enregistrer les processus de mort ou de renaissance de l'objet, ou de réanimation, puis de mise à mort de l'objet. Et enfin, en termes anthropologiques, moi, je trouve que c'est tellement plus riche que d'avoir des objets dans les vitrines. Et mes collègues pensent la même chose que, enfin, voilà. Donc, les préjudices portés par le passé, par le modèle du musée de diffusion du savoir selon un concept ou selon des pratiques scientifiques occidentales, est mis à mal aussi. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et donc, il faut, pour chaque objet, identifier quelqu'un. C'est jamais possible. Donc, il y a des objets qui sont là au purgatoire, finalement. C'est le purgatoire du musée.
Et puis, si on trouve quelqu'un un jour qui peut nous apporter un regard, et de nouveau, ce n'est pas une personne, mais ça passe par des cercles de validation qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont des personnes de la communauté qui peuvent... Donc voilà, la réparation du préjudice passe par là. Mais on y gagne énormément. À mon sens, on y gagne énormément. Il y a une question sur Internet. Oui, bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Oui, tout à fait. Déjà, je voulais vous remercier pour votre présentation et je voulais vous demander, quand vous étiez en train de faire le projet de l'exposition, comment est-ce que vous avez connu en fait les personnes au sein des populations autochtones qui ont accepté du coup de faire partie de l'exposition? Est-ce que vous les connaissiez déjà avant ou pas du tout? Alors, non, on ne les connaissait pas du tout. Pour, je dirais, 10%, alors, il y a plusieurs choses. Non, il y en a qu'on pouvait connaître. Les deux artistes, Tsimshian, dont le sculpteur de masque, on les connaissait déjà. Parce qu'ils ont une longue histoire de rapport avec le musée, un totem, deux totems qui ont été exposés devant le musée d'ethnographie depuis 1900, sont la production d'un ancêtre du sculpteur. Et donc, le musée avait commencé par chercher le nom des descendants de cette personne pour entrer en dialogue avec eux. Et on s'est tout de suite très bien entendu. Quand je dis on, ce n'est pas moi, mais le musée. Mes collègues au musée se sont très bien entendus. Et donc, le partenariat a continué. Par ailleurs, j'évoquais l'importance de ce deuxième cercle du comité consultatif. Eux-mêmes sont en contact immédiat et quotidien avec des représentants de populations autochtones. Donc, ils ont pu nous recommander des personnes à contacter. Mais aussi avec le problème que des fois, il y avait des refus, des fois, il y avait des gens qui acceptaient. Et des personnes qui ont accepté sont elles-mêmes entrées dans le comité consultatif. Et puis, massivement, pour moi en tout cas, mais massivement, je pense, dans la majorité des cas, c'était vraiment des recherches complètement au hasard sur Internet. Et de fil en aiguille. Et alors là, les refus étaient plus précieux parce que des personnes, mais donc on cherchait par Google, quoi. C'était pas plus, c'était niveau zéro de la recherche, celle qu'on interdit aux étudiants. Mais il faut bien commencer quelque part. Et là, les refus étaient précieux. Vous contactez une ONG ou une représentation, et puis les gens vous disent non, mais on n'a rien à voir avec vous. Par contre, essayez de toquer à la porte d'à côté. Et puis, les réseaux se constituent comme ça. Donc, il y a des refus, il y a des gens qui acceptent mais qui n'ont pas le temps. Et donc, les réseaux se constituent. Ce qui est intéressant de voir aussi, ce sont les interconnexions dans ces réseaux. Et en fait, cet exercice de contact permet de constituer quelque chose qui semble, au final, assez solide. Donc, avec tous les risques que ça comporte, évidemment, c'est par nature biaisé, mais on a vu le réseau s'étendre et on continue de voir aujourd'hui le réseau s'étendre. Super, merci beaucoup. Merci. Alors, il y a plusieurs questions. Il y a vous. Allez-y. Alors, c'est en réaction à une question qui a été posée précédemment. Est-ce que toute l'histoire, la vie des objets, la mort des objets, vous avez pu les expliquer un petit peu dans l'exposition ou c'est des choses qui finalement restent dans vos archives à vous Ouais. Et le cas échéant, est-ce que vous avez l'impression que le musée est un petit peu sorti de la neutralité qui est généralement adoptée par les musées? Et est-ce que le musée devient un petit peu un musée engagé en ce sens-là? Est-ce qu'il y a eu des réactions à l'extérieur par rapport à cette sortie apparente d'une forme de neutralité quand on prend position en faveur des droits des peuples autochtones? Je pense pas tout à fait neutre au sens où on l'entend historiquement en tout cas. Alors, il y avait une volonté d'engagement, absolument. Mais à vrai dire, c'est ma direction, vous le direz mieux que vous, parce que moi, je suis par nature engagé sur ces questions-là. Mais le discours officiel du musée est un discours engagé aujourd'hui. Il y a un gros texte qui est sur le site web du musée qui s'appelle le plan stratégique 2019-2024, qui parle de ces formes d'engagement-là. Après, en même temps, soyons très honnêtes, on ne s'expose pas à... on
ne s'expose pas à des choses dangereuses, quoi. Enfin, c'est un engagement qui ne nous met pas en danger. Mais c'est une forme d'engagement quand même. Ce qui est intéressant aussi, c'est vous parlez évidemment des droits des peuples autochtones. Quand on parle d'objets, parce que je suis conservateur, moi, d'abord je dialogue au quotidien avec les objets, on parle de droit des objets aussi. La question est celle du droit des objets aussi. Donc, où s'arrête le vivant et où commence le non-vivant? Je suis en train de me prendre la tête avec ça, parce qu'il y a des définitions philosophiques, biologiques et anthropologiques, entre autres. Mais c'est fascinant. Sur la vie des objets elles-mêmes, vous aviez une question aussi. Ah oui, est-ce qu'on présente ça dans l'exposition? Non, ce n'était pas le propos de l'exposition. Par contre, moi, c'est ma marotte depuis 20 ans. Donc, j'espère pouvoir en dire plus un jour. Après, il y a énormément de chercheurs qui travaillent là-dessus. Je cite régulièrement, parce que j'adore son travail, Thierry Bonneau, au CNRS, qui travaille sur la vie des objets. Mais en termes de sociologie, Arjuna Padurai, Daniel Miller, enfin, il y a une foule de personnes qui travaillent sur la vie des objets depuis une quarantaine d'années maintenant. Donc, ce n'est pas un sujet nouveau non plus. Mais c'est assez nouveau pour le monde des musées, et à vrai dire, plus que le côté engagé sur les droits des peuples autochtones. Moi, je vois que d'autres musées sont extrêmement frileux de s'engager sur le droit des objets parce que ça pose des problèmes logistiques immédiats. Et ça, c'est tout à fait intéressant aussi. Pour faire l'ethnologie des musées à l'intérieur des musées eux-mêmes, c'est l'ethnologie des mécaniques. Mais c'est absolument rigolo. Mais donc ça, c'est plus terrifiant pour les partenaires, pour les collègues, pour les institutions partenaires que de manifester pour le droit des peuples. Vous avez publié d'ailleurs sur dans Technique et Culture. Hein. Bon, moi je suis un fidèle de Technique et Culture, voilà. Donc effectivement. Alors, je recommande à tout le monde de regarder Technique et Culture, c'est une revue absolument exceptionnelle qui mêle toutes sortes de médiums, photos, dessins, bandes dessinées, textes. C'est bien sûr la question que vous posez aussi ce soir finalement, c'est comment est-ce qu'on sort du médium article scientifique avec note de bas de page. On voit bien que sur ces questions-là, si la production scientifique en termes d'impact social, de capacité à animer une discussion au-delà du monde universitaire, c'est quand même très limité. Et il y a des revues quand même qui font des efforts là, magnifiques, qui sont aussi, il y a des séminaires qui sont réalisés avec des étudiants qui mobilisent la bande dessinée, la vidéo, etc. Je crois que c'est aussi parler du musée là, ce soir et de la dynamique du muséographique, c'est aussi une manière de s'interroger sur les formes canoniques de l'expression académique et sur leurs limites. Ça, c'est une remarque un peu personnelle. Bénédicte? C'était un peu une question dans le prolongement. Vous avez expliqué comment en fait, toute cette prise de position changeait le contenu des vitrines, notamment. Aussi, comment est-ce que les stocks étaient repensés, la gestion de la conservation des objets. Est-ce qu'en termes de scénographie, vous avez déjà aussi, parce que vous nous avez dit au tout début que la scénographie était plutôt pensée de manière classique cette fois-ci, est-ce que vous avez déjà des choses que vous allez développer avec le MEG ou c'est des questions aussi beaucoup plus compliquées qui touchent aussi du coup, à cette vie des objets? Oui, alors la scénographie, c'est une autre grosse affaire, effectivement. On a la chance au MEG d'avoir un muséologue qui s'occupe de la scénographie à l'interne. On peut discuter de ces choses-là sans acheter si vous voulez, le kit de muséographie qu'on vend. Il y a des comptoirs de la vente de vitrines, ça existe. Après, il y a des problèmes de budget et des problèmes techniques. Pour le MEG, on a un parc de vitrines. On ne peut pas sortir de l'espace d'exposition. Donc, si on veut faire toute autre chose, on doit les cacher derrière une fausse cloison. Donc, on perd en espace d'exposition. Donc, on est un peu condamné aujourd'hui de vivre avec ce qu'on a. Ce qui a été imaginé, le bâtiment date de 2014. Si on ne veut pas des vitrines, si on veut autre chose, ça pose des problèmes logistiques et de budget. Après, en 2024, on va repenser tout ça parce que l'exposition permanente va être complètement renouvelée, les espaces d'exposition vont être complètement modifiés. Donc, oui, ça occupe déjà notre quotidien que de penser à la scénographie des expositions après 2024. Jusqu'en 2024, on va rester dans une scéno très classique, vitrine, lumière, partout comme ça. Mais on aimerait des choses beaucoup plus... Moi, un exemple que j'aime bien donner et puis pour lequel je milite,
qui est un exemple angoissant en termes de muséologie, j'aimerais absolument, puisque cette question des restitutions est importante, exposer des objets dont on sait pertinemment qu'ils devraient être restitués. C'est-à-dire, on sait qu'ils ont été volés, on n'a pas encore publié au sujet de ces objets, donc personne à part nous ne savons qu'ils ont été. Alors, ils n'ont pas été volés par le MEG, mais ils sont entrés par le canal économique ou par les intérêts de la Suisse à travers le monde. De toute évidence, des pays pourraient revendiquer ces objets de manière tout à fait légitime. J'aimerais absolument mettre ces objets, alors je dis en vitrine, mais pas en vitrine, mais les exposer pour montrer le processus de restitution. Là, il faut inventer des nouveaux procédés scénographiques qui permettent de manifester la disparition de l'objet. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'est plus là? Parce qu'une vitrine vide, c'est rigolo sur le plan conceptuel, mais c'est assez vite ennuyeux quand même. Donc, comment intégrer ce discours de disparition de l'objet ou de restitution dans le procédé scénographique? On n'a pas encore de solution, mais d'ici 2024, j'espère qu'on va pouvoir mettre ça, concrétiser ça. Un hologramme. Par exemple. Est-ce qu'il y a une question encore dans la salle ou... Oui, madame. J'ai une question un peu bizarre, mais j'avais vu que c'était un peu compliqué en ethnologie de savoir si on devait payer les personnes qui donnaient des informations ou quelle relation on devait avoir avec des gens qui fournissaient du savoir qu'on allait ensuite utiliser pour faire par exemple un musée ou un article. Et je me demandais du coup quelle relation vous aviez avec les informateurs et informatrices. Alors là, tout est possible. On a quand même la chance d'être dans un pays et dans une ville qui a les moyens de ces politiques, la politique étant celle de l'exposition aujourd'hui. Donc effectivement, des gens ont été payés, oui, tout à fait. Les artistes, par exemple, ont été payés. Les informateurs ont pu être payés. Après, la demande de certains informateurs, je reviens au cas Inou, puisque c'est moi qui l'ai traité, n'était pas une rémunération financière, mais la garantie de l'usage des réseaux de diffusion du MEG, le site web, je sais pas, des blogs, les réseaux sociaux, tout ça, pour faire passer leur message. Et ça leur a été accordé. Et ils me nourrissent de beaucoup plus de documents que je n'arrive à en publier parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais on publie ces éléments-là. Finalement, c'est une forme de rémunération aussi. Eux-mêmes sont associés à des organismes au Japon qui les financent et donc ils n'ont pas ce besoin d'être... Mais oui, non, on a les moyens quand il faut le faire de payer les gens qui nous fournissent des informations ou des objets en prêt, donc pour le coup, quand il faut le faire. Ouais, tout à fait. Après, est-ce que la question est sensible? Évidemment qu'elle est sensible parce qu'elle risque de fausser le discours anthropologique lui-même. Et je pense que c'est plus délicat sur le terrain, dans l'immédiateté du terrain, que dans le cas du musée où tout est déjà extrêmement institutionnalisé et les gens acceptent cette forme d'institution qui passe aussi par une rémunération quand elle doit avoir lieu. De questions dans la salle, est-ce qu'il y en a sur le chat? Bon, si ce n'est pas le cas, on va remercier encore Damien Koenig pour sa présentation très riche, qui ouvre vraiment bien le cycle. Et puis, vous donnez rendez-vous le 16 mars pour une présentation autour des droits fondamentaux et des questions d'inégalité environnementale. Voilà, merci beaucoup.